Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une vidéo vidéo pour vous parler de l'Iran. Alors comme nous sommes en période de guerre et que nous avons, une véritable guerre actuellement avec les États-Unis et Israël qui attaquent l'Iran, il est intéressant de comprendre ce qu'est exactement le régime iranien. Alors, on vous présente aux informations le régime iranien comme une théocratie de religieux qui dominent d'une main de fer leur peuple. C'est oui, en partie vrai, mais ce n'est pas que ça, et le gouvernement religieux iranien est en réalité un genre de gouvernement staliniste, stalinien, dans son fonctionnement, mais associé à une religion. Alors, s'il y a des troubles en Iran, et s'il y a effectivement des gens qui veulent que le pouvoir change, vous allez comprendre pourquoi ils veulent que le pouvoir change, une majorité de la population n'est pas spécialement pour le changement, pour des raisons très particulières, pour des raisons propres à l'économie de l'Iran, qui soutient toute une frange de la population avec l'accès aux hydrocarbures, puisqu'ils fonctionnent là-dessus, c'est leur principal, le gaz et le pétrole est leur principale source de revenus, qui permet à l'agriculture, même si elle a parfois des problèmes d'irrigation, de fonctionner, grâce à un coût très bas de l'essence et du gaz, mais aussi le peuple a accès à une éducation, à des soins qui sont très peu élevés et qui, s'il y avait un changement de régime, pourraient mettre sur la paille, pourraient détruire, ou en tout cas rendre très pauvre une grande partie de la population. Alors on va parler un peu de ce qu'était l'Iran, pour comprendre comment elle a fonctionné. L'Iran, c'était une espèce d'aristocratie avec un roi et avec une grosse bourgeoisie, un peu comme en France d'ailleurs, qui vivait des taxes sur un peuple d'agriculteurs. Et c'était, si vous voulez, les puissances centralisées dans les grandes villes, avec aristocratie et grosse bourgeoisie, qui vivaient en employant et en taxant les petits travailleurs. Donc évidemment, ça pouvait poser des problèmes. Alors je vais vous parler un peu de l'histoire. Si on parle de l'époque où le Shah exploitait le pétrole iranien, cela correspond principalement au règne de Mohamed Reza Pahlavi, qui a dirigé l'Iran de 1941 à 1979. Le contexte historique, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des dates, mais je comprends les systèmes et je vais vous les expliquer. Au début du XXe siècle, le pétrole iranien était contrôlé par des intérêts britanniques via l'Anglo-Iranian Oil Company, qui deviendra plus tard BP. En 1951, le Premier ministre Mohamed Mossadegh nationalise le pétrole iranien. Alors il faut savoir que à cette époque-là, plus de 50% des bénéfices partaient bien sûr pour les actionnaires et pour ceux qui exploitaient le pétrole et le pétrole iranien, et une grande partie ne revenait pas au peuple et allait aux puissants, à l'aristocratie, qui dirigeait
un peu le pays aux puissants hein, qui dirigeaient le pays. Alors, en 1951, le ministre Mohamed Mossadegh nationalise le pétrole iranien. En 1953, un coup d'État, soutenu par les États-Unis et le Royaume-Uni, renverse Mossadegh qui avait eu la bonne idée de récupérer le pétrole pour que tous les bénéfices aillent directement à son pays et puisse moderniser son pays. Alors, il est renversé en 1953 et le pouvoir du Shah est renforcé. À partir des années 1960-1970, le Shah a compris qu'il fallait quand même lâcher du lest et il modernise le pays grâce aux revenus pétroliers, période dite de la Révolution blanche. Oui, autrement, ça n'allait pas durer. Hein. Les gens sombraient dans la pauvreté et une partie quand même des bénéfices devait être utilisée pour moderniser l'État iranien. Alors c'est important parce que le pétrole finance la modernisation du pays à ce moment-là. Mais une grande partie est aussi détournée par les exploitants, ce qui est normal aussi, mais c'est un peu triste, alors que l'Iran pourrait peut-être exploiter tout seul, mais ça ne fait pas plaisir. Il y a des contrats qui sont donnés hein, avec l'anglo-iranienne Oil Company, avec BP, si vous voulez. Et alors, cette modernisation du pays enrichit certains, donc les castes, si vous voulez, supérieures, hein, donc aristocratie et haute bourgeoisie, et ça va alimenter le mécontentement populaire, surtout les gens des campagnes qui se sentent un peu floués encore par un système qui, s'il n'est pas féodal, y ressemble quand même. Donc on voit une opposition hein, entre le peuple des campagnes et la bourgeoisie et l'aristocratie des villes. Ce mécontentement mènera à une révolution iranienne en 1979 qui renverse le Shah et porte au pouvoir Ruhollah Khomeini. Donc c'est la nouvelle Iran. Et donc on va vous parler maintenant du gaz iranien. Alors le gaz iranien sous le Shah en 1940, parce que ce sont des histoires de tuyaux de gaz, hein, de pétrole bien sûr. Hein. Alors il faut savoir qu'avec Khomeini commence la nationalisation de toute l'énergie du sous-sol iranien qui est une des plus grosses réserves mondiales. Hein. Alors, on va parler maintenant du gaz. Son histoire est un peu différente de celle du pétrole. Sous le Shah, 1941-1979, sous Mohammad Reza Pahlavi, l'Iran commence à développer sérieusement son gaz naturel, surtout à partir des années 1960. Avant cela, une grande partie du gaz associé au pétrole était brûlé, torché, faute d'infrastructures. Dans les années 1960-1970, l'Iran construit des réseaux de gaz domestiques. En 1966, un accord est signé avec l'Union soviétique, vous voyez, pour exporter du gaz via le gazoduc. Donc on commence, hein, les Russes sont là. Hein. La création de la Compagnie nationale du gaz national Iranian Gas Company, filiale de la Compagnie pétrolière nationale. Après la révolution de 1979, la révolution iranienne, le secteur énergétique est totalement nationalisé. L'Iran développe l'un des plus grands gisements du monde, partagé avec le Qatar. Côté iranien, côté qatari, Northfield. Aujourd'hui, l'Iran possède l'une des plus grandes réserves mondiales de gaz naturel. C'est un pays qui est très riche, hein, qui vend ça à tout le monde. Hein. Mais les sanctions internationales ont limité ses exportations. Alors, elles ont limité ses exportations, mais ça passe toujours. Hein. La Russie le vend, hein, et on peut en balancer aussi partout dans le monde entier à tous ceux qui en ont à peu près envie, qui sont prêts à payer, puis ils le vendent pas très cher en plus. Alors le pétrole et le gaz est donc aux mains du gouvernement religieux. Depuis la Révolution, le pétrole et le gaz sont contrôlés par l'État iranien qui est dirigé par un régime théocratique. Mais comme je vous ai dit, c'est un régime théocratique qui n'est pas qu'un régime théocratique et qui fonctionne un peu comme un régime stalinien de l'époque de l'URSS, hein, avec beaucoup d'énergie en sous-sol, hein, et de revente de cette énergie aussi qui a permis la modernisation quand même de l'État et le fonctionnement de la santé, de l'éducation et aussi
de certaines industries. Alors il faut savoir, et c'est intéressant à comprendre, que lors de la Révolution, ceux qui mangeaient bien avant la Révolution et qui se gavaient un peu d'une façon traditionnelle sur le dos des castes travailleuses, hein, ils ont été dégagés et on les retrouve partout. Ce sont tous ces Iraniens lettrés, bien éduqués, de la bourgeoisie et de l'aristocratie, qui sont partis dans le monde entier, des fois sans rien, mais souvent avec de l'argent, et qui se sont réinstallés. Ils avaient des comptes en banque un peu partout, et qui forment une espèce de grande puissance culturelle et économique en dehors du pays. Alors, avec l'État iranien, il y a une récupération avec l'État iranien religieux, qui est un régime dit théocratique, mais qui fonctionne en vérité comme un régime socialiste staliniste. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les hydrocarbures appartiennent cette fois-ci officiellement à l'État. C'est fini d'avoir 50% qui vont passer chez les Américains, les Anglais ou les autres. Bon, de toute façon, on peut s'en passer, on peut le revendre aux Russes qui le revendront ailleurs. Il n'y a pas de problème. Le secteur est géré par le ministère du Pétrole. Les principales entreprises publiques sont la National Iranian Oil Company, pétrole, et la National Iranian Gas Company, gaz. Et c'est eux qui fournissent, c'est eux qui remplissent les bourses de l'État par leur vente et en même temps qui permettent de diffuser ce pétrole dans l'industrie et l'agriculture iranienne, permettant à celle-ci d'être, même si ils ne sont pas forcément partout compétitifs, de fonctionner relativement bien, même si c'est par adjonction d'aide d'État par du pétrole et du gaz très peu cher, même quasiment gratuit. Mais alors, qui détient réellement le pouvoir? Alors, l'Iran est une république islamique. Le pouvoir politique, élu, président, parlement, gère l'administration. Mais l'autorité suprême revient au guide suprême. Actuellement, alors je crois qu'il est encore mort ou pas, je ne sais même plus. Ali Khamenei qui a le dernier mot sur les grandes orientations. Lui, il est encore en vie. Orientation, il est mort ou pas? Je ne sais même pas, c'est la guerre. Stratégique, y compris énergétique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas l'Église au sens classique qui possède le pétrole, mais l'État est idéologiquement religieux. Les revenus pétroliers financent le budget national. L'État est religieux, mais on a vraiment un fonctionnement staliniste qui finance tout, comme à l'époque du socialisme en URSS. Une partie importante de l'économie est aussi liée à des fondations religieuses, les bonniades ou gardiens de la Révolution, qui font, on peut rentrer dans les gardiens de la Révolution. C'est une vaste organisation qui maintient l'ordre, et des fois violemment, mais qui maintient aussi une structure étatique qui, d'un certain côté, fonctionne très bien en permettant au peuple d'avoir le minimum vital et une éducation correcte, tout le monde est lettré, ainsi que des hôpitaux très corrects et une industrie et surtout une agriculture qui est encore viable. Alors, avant 79, l'économie iranienne, il faut revenir avant 79 pour comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont encore pro-gouvernement religieux. En vérité, c'est à cause des aides. Les gens sont pour ce gouvernement religieux, parce qu'ils sont musulmans, mais aussi parce qu'ils ont l'avantage d'avoir un assistanat permanent et, en général, de ne manquer de rien, même si, quand on a de l'ambition et qu'on voudrait se développer à l'étranger et qu'on voudrait un peu communiquer avec l'étranger, on est particulièrement gêné. Mais la plupart des gens vivent à la campagne, sont heureux de vivre. Bon, il y a quand même une urbanisation, mais les classes, on va dire, laborieuses, les travailleurs, les ouvriers, sont globalement pour le gouvernement religieux parce qu'ils y voient leur intérêt économique avec toutes les aides, véhicules pas trop chers, essence,
quasiment pas cher, quasiment gratuite, on va dire, gaz, pas cher du tout, ce qui permet de se chauffer, il fait froid des fois l'hiver, hein. Éducation et soins médicaux de bonne qualité. Donc ce n'est pas uniquement une théocratie violente qui tue les gens. Oui, effectivement, il tue les gens et ça peut être violent. Mais il faut voir que de l'autre côté, hein, c'est pour ça qu'une partie du peuple est pour, il y a un assistanat du peuple. Alors, en 79, l'économie iranienne n'était pas totalement fondée sur la rente pétro-gazière, c'était avant la Révolution, avec la nationalisation intégrale et la redistribution religieuse. Mais elle avait déjà une forte dépendance aux hydrocarbures, même si ce mécanisme et le rôle de l'État étaient différents, étaient bien différents de ce qu'ils sont devenus après la Révolution. Ben, bien sûr, puisque une grande partie des bénéfices, 50%, a été récupérée pour euh, pour les sociétés étrangères qui exploitaient ce pétrole. Et après, malheureusement, ce pétrole, les bénéfices étaient souvent assez mal distribués. Il y en avait qui se gavaient, même si le pays avait été modernisé. Alors, avant 1979, sous Mohamed Reza Pahlavi, le Shah, il y avait des revenus très dépendants du pétrole. À partir de 1950-1960, les revenus pétroliers deviennent le principal fondement des finances publiques, après les accords avec les compagnies occidentales, puis surtout après l'accord de 1973. La part des revenus pétroliers dans les recettes totales de l'État croît fortement, plus de 75% dans les années 75-77. La fiscalité traditionnelle reste encore en place, ça ne plaît pas à tout le monde. Avant cette domination totale des revenus pétroliers, le gouvernement tirait encore une part importante des recettes de la taxation, taxe directe, impôt sur le revenu, les personnes et les entreprises. Mais l'explosion des recettes pétrolières dans les années 60-70 a profondément réduit le rôle des impôts comme source principale des recettes publiques. Les impôts et les dépenses publiques, dans les années 60-70, les taxes sur les revenus des particuliers et des entreprises augmentent. Pas top. Mais malgré cela, la fiscalité non pétrolière reste secondaire comparée aux revenus du pétrole. On voit bien qu'ils n'avaient pas compris un truc, c'est-à-dire on avait les bénéfices du pétrole et on continuait à taxer les gens. Bien sûr, les révolutions ne viennent pas sur rien. On veut le beurre et l'argent du beurre. Et comme une partie du pétrole, des bénéfices du pétrole n'allaient pas à l'Iran, ils continuent à taxer. Alors l'État pouvait encore compter sur des recettes fiscales classiques, mais cette base fiscale devient étroite à mesure que la rente pétrolière domine. Les interventions de l'État, alors il y a intervention de l'État mais économie mixte, le régime du Shah menait une politique d'industrialisation, des investissements dans l'infrastructure, un soutien à certains secteurs industriels tout en restant dans un cadre de propriété privée et entreprises non pétrolières. Des entreprises non pétrolières. Donc elles n'appartenaient pas à l'État. Et un système fiscal traditionnel. Ça a posé des problèmes. Quand les mecs ont vu qu'on s'enrichissait avec le pétrole et qu'on continuait à être taxé, ça n'allait pas. Même si l'État pesait déjà lourdement via d'importants mécanismes de dépenses d'investissement public. Oui, mais ils n'avaient pas baissé les taxations. C'est toujours des conneries comme ça. Les gens sont mécontents au bout d'un moment. Ils voient certains s'enrichir et certains autres continuent à être taxés. Et là, ceux qui n'étaient pas contents, ce n'était pas la haute bourgeoisie ou l'aristocratie, c'était les petites PME et les Iraniens des campagnes, les petits producteurs. Après 79, après la Révolution, la nationalisation est bien plus étendue. La Révolution conduit à la nationalisation généralisée de nombreuses industries, banques, grandes entreprises, secteurs privés. De nombreuses sociétés privées sont saisies et l'État contrôle directement une très grande part de l'économie productive. La rente pétrolière devient encore plus centrale, l'économie devient encore plus dépendante de la rente pétrolière et gazière, à la fois pour des recettes budgétaires et des dépenses publiques, avec un rôle très fort des institutions étatiques et des structures religieuses, les gardiens de la révolution bonniade, dans la redistribution des revenus du secteur. Mais on voit qu'à ce moment-là, il y a moins de différence entre une aristocratie, une haute bourgeoisie, et les religieux qui restent des religieux qui vivent effectivement sur le système,
mais qui redistribue d'une façon plus équitable l'argent des énergies fossiles, ce qui permet d'avoir moins de mécontentement et d'avoir un peuple qui suit quand même, par toutes ces aides qui ont été données, hein, qui suit son gouvernement religieux, qui effectivement est parfois expéditif et très cruel, mais comme tout le monde mange à sa faim, est éduqué et est soigné, ça passe à l'aise. Alors, avant 1979, l'Iran, donc en résumé, avait déjà une économie fondée sur le pétrole et le gaz, mais l'État tirait encore des recettes fiscales et le secteur classique et le secteur privé avaient une place plus importante en dehors de l'énergie, puisque les communications avec l'extérieur marchaient et on pouvait avoir une économie basée sur le commerce international, l'exportation ou l'importation de produits. Hein, de ce qu'on appelle la bourgeoisie, qui pouvait faire ça, de commerce et d'industrie qui marchait sur l'exportation. Après 79, plus bien sûr l'aristocratie qui se gavait comme d'habitude. Après 1979, l'État religieux centralise et nationalise beaucoup plus largement l'économie des hydrocarbures, banques, grande industrie, ressources exportables, renforce le rôle direct de l'État et des réseaux religieux au détriment de la fiscalité classique de l'économie privée. Ce qu'on voit, c'est qu'en vérité, la religion arrive comme un ciment du peuple, mais que c'est le prétexte pour, en vérité, unir le peuple derrière la récupération énergétique des ressources du sous-sol en vue de les redistribuer d'une façon massive à l'ensemble de la population. Donc il y avait vraiment un problème au début. Au début du XXe siècle, jusqu'au début des années 50, une très grande partie des bénéfices du pétrole iranien allaient aux compagnies étrangères. Avec la période des concessions, l'exploitation était contrôlée par l'Anglo-American Oil Company. L'Iran recevait des redevances fixes et un pourcentage limité des profits, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Les Britanniques contrôlaient l'extraction, les prix, les comptes, les revenus iraniens étaient jugés très faibles par rapport aux bénéfices réalisés. Les nationalisations d'après 51, Premier ministre Mohamed Mossadegh nationalise le pétrole en 1951 pour que les bénéfices reviennent à l'État iranien. C'était une tentative. Cela entraîne un embargo britannique, une crise économique, puis un coup d'État. Ça ne plaît pas aux Illuminati, si vous voulez, quand on est complotiste, ou aux puissants du monde qui tiennent, si vous voulez, qui sont derrière les grandes compagnies cotées en bourse. Donc après 53, il y a le retour du Shah, un nouveau consortium international est créé, les compagnies occidentales restent impliquées, ça revient, mais les accords évoluent vers un partage des profits plus favorable à l'Iran, souvent autour de 50-50, comme dans d'autres pays producteurs. Bon, 50-50, vous pouvez vous imaginer que c'est 50 qui n'iront pas à l'Iran aussi. Et souvent, c'était 40-60. À partir des années 70, sous Mohamed Reza Pahlavi, le Shah, l'Iran obtient un contrôle beaucoup plus important des revenus et des revenus massifs, surtout après la hausse des prix du pétrole en 1973. Voilà. Bon, le problème, c'est que c'était mal redistribué et qu'ils continuaient à taxer les gens. Alors, le pétrole et le gaz soutiennent l'État, bien sûr, religieux. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne, et ça soutient l'État religieux, fait en sorte que ce pétrole et ce gaz, et que les bénéfices aident le peuple en général. Donc voilà, l'agriculture, elle est moyennement compétitive, on va vous en passer. La santé, après la révolution iranienne, l'alphabétisation a fortement progressé, le système de santé primaire s'est étendu dans les zones rurales, l'accès à l'université s'est massifié. Donc oui, une partie de la rente pétrolière a servi à élargir l'accès à l'éducation aux soins. Mais la qualité de vie et les sanctions affectent certains médicaments et équipements, parce qu'il y a des sanctions actuellement. Alors, il y a aussi de l'armement, une industrie d'armement qui sert surtout à l'autonomie stratégique. On a vu avec tous ces missiles qui tombent sur Israël et surtout les pays du Golfe, les monarchies du Golfe. Elles ne génèrent pas des exportations massives comparables
aux autres grandes puissances, mais elle est quand même extrêmement puissante en interne et crée de l'emploi. Les dépenses militaires sont plutôt un coût budgétaire qu'une source majeure d'enrichissement national et une façon aussi de s'imposer dans la région et éviter des coups d'État, hein, qui pourraient faire perdre justement une partie des ressources iraniennes aux Iraniens en, à ce moment-là, trouvant des compagnies étrangères qui s'occuperaient de diffuser et ce pétrole et de l'exploiter. Mais il est très bien exploité parce qu'ils ont la technologie russe aussi, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, pourquoi y a-t-il une partie de la population qui est mécontente? Alors la partie de la population qui est mécontente, c'est pas l'ancienne bourgeoisie, hein, l'aristocratie, elle a dégagé, c'est la nouvelle classe moyenne et tous les petits industriels ou les petits producteurs ou les petits inventeurs, toute cette bourgeoisie. Alors c'est pas une bourgeoisie comme en France, hein, de caste, hein, maintenant, c'est une, on va dire, une classe moyenne et classe moyenne haute qui se voit flouée parce qu'elle ne peut pas exporter et parce qu'elle subit les coûts des blocus, hein, autour de l'Iran. Et on a une partie de la population qui n'est pas contente parce que elle ne veut pas vivre en assisté, comme la majorité des Iraniens, et ce n'est pas un défaut non plus, puisqu'ils ont la santé, l'éducation et un sentiment d'unité donné par la religion, hein, mais on a toute une classe moyenne et qui s'enrichit, hein, qui se trouve flouée parce qu'elle ne peut pas être en communication avec le monde extérieur pour faire de l'économie de marché, d'import-export, vendre des idées, faire venir des choses en Iran, et ils se sentent vraiment bloqués dans leur possibilité de réalisation professionnelle et humaine. Et toute cette classe moyenne qui s'enrichit, elle veut le changement du régime, elle manifeste, elle en a marre, elle est éduquée, hein, elle est cultivée, et elle voudrait une ouverture sur l'étranger et un changement. Mais malheureusement, il y a ces blocages au niveau du gouvernement religieux. Le gouvernement religieux ne veut pas partir, ne veut pas abdiquer, et il a d'ailleurs la majorité de la population derrière lui, hein, bien qu'on dise le contraire aux informations en France, l'État religieux reste quand même plébiscité par une majorité des Iraniens assistés par ce système un peu soviétique, un peu staliniste et en même temps religieux. C'est paradoxal, mais ça fonctionne comme ça. Donc, on a réellement des tensions entre cette classe qui s'enrichit, c'est cyclique, hein, si vous voulez, et cet État religieux qui ne tolère pas la montée d'une puissance, hein, à côté d'elle qui pourrait déstabiliser cet État religieux et surtout aussi faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire des puissances occidentales mal intentionnées qui pourraient prendre possession des hydrocarbures, hein, du gaz et du pétrole du sous-sol iranien que beaucoup lorgnent et que beaucoup aussi ont aussi intérêt à voir couler ou à voir bloquer pour pouvoir vendre leurs propres réserves et voir les coûts augmenter, hein, ce qui faciliterait leurs affaires. On peut voir par exemple que si le pétrole iranien ne se vend pas bien ou ne se vend plus à cause du bombardement des infrastructures, on peut avoir des problèmes avec l'Asie, avec la Chine, et ces problèmes avec la Chine, qui se ferait priver d'une partie de son pétrole, puisqu'elle n'en a pas, hein, peut être un avantage pour les États-Unis, par exemple, qui vont voir à ce moment-là une augmentation tarifaire des produits manufacturés chinois, permettant
de valoriser les productions américaines et de relancer l'économie américaine, par exemple, en faisant se déplacer des productions qui avaient lieu en Chine pour le marché américain, qui retourneraient aux USA ou ailleurs en Amérique du Sud pour produire pour les Américains, parce que le coût pourrait être trop élevé. C'est toujours du billard, hein, comme on dit, du billard je sais plus, à 3 bandes, à 4 bandes, je me souviens plus. Donc c'est surtout des coûts comme ça qu'on peut voir, hein, il n'y a rien qui est gratuit, c'est de l'économie. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est pas proprement parler une théocratie pure et dure, c'est surtout un État qui vit sur des réserves pétrolières et c'est gardé et organisé par une structure religieuse unificatrice, mais ça aurait pu être autre chose. On a bien vu que la Russie, soviétique, avait réussi à faire la même chose avec de grandes idées soviétiques, de grandes idées politiques, à la place d'avoir de grandes idées religieuses pour, en vérité, maîtriser toutes les énergies du sous-sol et relancer l'éducation, la production agricole et l'économie en général et la santé, faisant que, même si on manque de liberté, on est quand même relativement bien traité et pour les classes pauvres et moyennes, ce traitement est peut-être meilleur que celui des pays capitalistes et occidentaux. Il y a toujours du bien dans le mal et du mal dans le bien, mais il faut savoir comment fonctionne l'État iranien. Donc en résumé, l'économie iranienne est mixte, mais le secteur d'État et les secteurs proches du pouvoir sont très puissants. Le monde rural et agricole reste une composante importante de la société iranienne, souvent moins bien intégrée au circuit économique dynamique, mais elles votent, elles sont pour le gouvernement religieux. Une classe moyenne existe, mais elle est affaiblie, c'est celle-là qui pose un problème et qui manifeste dans les rues. Elle est affaiblie par l'inflation, les sanctions et la domination des grandes entités publiques ou para-étatiques. Cela crée des tensions entre différents groupes sociaux autour de l'accès aux ressources, au marché et à la prospérité économique, puisqu'une partie de la classe moyenne est affaiblie, s'enrichissant, et elle ne peut pas s'enrichir plus elle peut pas s'enrichir plus, elle voudrait plus, mais elle ne peut pas, parce que c'est étatisé. Mais, bien sûr, une grande partie de la population, surtout le monde rural et agricole, reste derrière le gouvernement, parce que le gouvernement religieux finance l'essentiel, c'est-à-dire une agriculture, une production agricole pas trop chère, un accès à l'éducation et un accès à la santé, des logements, du gaz pour se chauffer l'hiver et du pétrole pour rouler pas cher. Donc, c'est pour ça qu'on a énormément de tensions en Iran, mais détrompez-vous, toute la population n'est pas contre le gouvernement et effectivement, une partie de la population voudrait une espèce de révolution parce qu'elle y voit ses intérêts. On ne dit pas qu'il y en a qui ont raison et d'autres tort. Ce sont des histoires d'énergie, toujours. Certains se sentent floués, d'autres préfèrent vivre sur les acquis d'un socialisme staliniste religieux qui permet de vivoter tranquillement sans avoir à trop penser à l'avenir. Voilà, c'était une petite vidéo du soir espoir, pour comprendre l'Iran et ce qui se passe là-bas et que il y a énormément de tensions. De toute façon, l'Iran est un concurrent économique sérieux pour toutes les monarchies du Golfe, pour les États-Unis, parce qu'elle est productrice de gaz et de pétrole, et que le pétrole et le gaz qu'elle vend rentrent en concurrence avec le pétrole et le gaz que vendent d'autres superpuissances énergétiques
et que tout se passe autour de l'énergie. N'oubliez pas que on vous parle de grandes idées, on vous parle de religion, mais derrière, il y a toujours cette foutue énergie, cette foutue calorie. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.